Ils ont pris des jeunes femmes, les ont emmenées dans les camps de l'amour pour être fécondées, pensant qu'elles allaient produire une super-humanité. Ils ont investi 100 millions de dollars. En ce moment, ces choses sont poussées par des forces commerciales. En jouant avec la substance fondamentale de la vie comme ça, nous allons payer un prix. Voyez, jouer avec les fondements de la vie, si vous les connaissiez complètement, peut-être que ça irait de faire certaines choses. Mais en ce moment, ces choses sont poussées par des forces commerciales. Ils ont investi 100 millions de dollars. Ils sont pressés de le commercialiser le plus rapidement possible, parce que les choses s'accumulent sur eux. Ce n'est pas la façon de faire ce genre de choses. Ce genre de choses, si nous devons les faire tout court, nous devons les faire de telle manière qu'il n'y ait pas de pression pour commencer à les utiliser, sans vraiment être sûr à 100% de ce qu'on fait à celui-ci. Maintenant, ce qu'on suppose dans tout ça, c'est que on se dit que si tu as une bonne génétique, tu vas devenir un être humain fantastique. Ça veut dire que vous êtes un fichu raciste. Vous feriez mieux de comprendre ça. Adolf Hitler a créé, à l'époque, ce qu'on appelait des camps de l'amour, parce qu'il croyait que ces soldats allemands, qui sont censés être aryens ou je ne sais quoi, sont la meilleure race. Donc ils ont trouvé, dans toute l'Europe, ils ont pris des jeunes femmes, les ont emmenées dans les camps de l'amour pour être fécondées par les soldats allemands, par centaines, pensant qu'elles allaient produire une super-humanité. Non, vous pouvez avoir... peu importe, votre père peut être bâti comme un taureau et vous pensez que c'est une super-génétique. Ça ne veut pas dire que vous allez produire un super être humain. Non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Vous négligez tout le reste. Quand votre mère vous a porté dans son ventre, avec le plus grand amour, et ce que cela a fait à l'enfant, vous l'avez oublié. Vous pensez qu'il n'y a que la stupide génétique qui fait tout? Regardez juste, dans la même famille, nés des mêmes parents, les enfants sont-ils pareils? La même fichue génétique, l'un est là, l'autre est là, n'est-ce pas? Donc nous négligeons l'impact de la conscience, l'impact des émotions humaines, de la pensée humaine, des atmosphères que l'on crée. Donc rien de tout ça ne compte, manipulons juste la génétique. Il y a eu une grande controverse en Inde sur les plantes génétiquement modifiées. Le coton OGM est arrivé, puis l'aubergine OGM est arrivée. J'essayais de comprendre ce que c'est donc. Dans l'une des grandes entreprises qui fait cela, j'ai rencontré ce gars, et je lui ai demandé, « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que vous manipulez ?» Tout ce qu'ils font, c'est qu'avec les légumes, principalement, le problème, c'est que quand tu cultives des légumes, qui sont à cycle court, 3 à 6 mois, selon la durée de vie de cette plante, pour obtenir un maximum de rendement, l'un des plus grands obstacles, ce sont les insectes et autres qui doivent manger quelque chose. Ils mangent la plante. En général, ils ne mangent pas le légume, ils aiment la feuille. C'est un bon partenariat entre nous et eux. Ils mangent la feuille, nous on mange le légume. Mais s'ils mangent trop de feuilles, il n'y aura pas beaucoup de légumes. C'est notre problème. Donc on a essayé de faire une guerre chimique avec eux. On pulvérise tout l'endroit. La chose la plus irresponsable qu'on ait faite sur la planète, c'est que nos avions ont pulvérisé des insecticides, tuant simplement tout. Donc pour éviter cela, parce qu'on a vu que ce n'est pas bien, maintenant on s'est dit, ce que l'insecte recherche dans cette feuille-là, cela on l'enlève grâce à des modifications génétiques, où on lui donne un goût amer pour l'insecte. Voyez, l'insecte a du goût. L'insecte veut manger cette feuille parce qu'elle est succulente, elle est nutritive pour lui. Donc tu la rends amère.
la feuille devient amère, pas le légume, seulement la feuille. À cause de cela, l'insecte ne pourra pas manger la feuille. Mais ensuite je me suis dit, est-ce une solution permanente? Il a dit, non Sadhguru, chaque saison, on doit la remodifier. Parce qu'en l'espace de 3 mois, l'insecte se trouve une nouvelle solution. Il apprend à transformer l'amertume en un bon goût. Maintenant, tu dois à nouveau la modifier. Donc lentement, ce qui se passe, c'est que, en 8-10 ans de modification génétique d'une certaine plante, disons, tu vas produire un super insecte que tu n'arriveras peut-être pas à gérer un jour. L'insecte va devenir si polyvalent que tu n'auras peut-être rien pour tuer cet insecte, ou pour l'éviter. Donc, l'insecte évolue plus vite que ton intelligence. Parce que c'est sa survie. Il évolue rapidement et se modifie. Alors j'ai dit, l'insecte ne devient-il pas de plus en plus fort? Il a dit, oui, c'est incroyable à quel point ils deviennent forts. Donc que va-t-il se passer dans 50 ans? Vous aurez des insectes que vous ne saurez pas comment gérer. Si l'insecte peut changer ses papilles gustatives, l'insecte peut changer ci et ça. Supposons qu'il décide, parce que tu as fait tout cela, un jour il décide de devenir grand comme ça. Ce petit insecte devient comme ça. Alors que vas-tu faire? Est-ce une possibilité? Je lui ai demandé. Il est très profondément impliqué dans ces choses-là. Il a dit, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Un jour, l'insecte peut décider que telle taille et telle façon de s'y prendre ne sont pas bonnes. S'il est comme ça, s'il devient grand comme ça, alors ce sera un tout autre jeu. Donc, on joue avec les choses avec des bribes d'informations. On ne sait pas tout de la façon dont le matériel génétique fonctionne, pas que chez l'être humain, dans tout ce qui nous entoure. Supposons que vous manipuliez la génétique. C'est une possibilité dont parlent certains scientifiques. Manipuler la génétique, ça veut dire, disons que c'est comme ça. Votre tante a eu un cancer, sa mère a eu un cancer, votre grand-mère a eu un cancer, donc on va manipuler tes gènes de telle façon que toi, tu n'auras pas de cancer. C'est ça l'idée de cette manipulation. Avec cette manipulation, il est très possible, et je pense que déjà cela se manifeste de très nombreuses façons. Une chose, c'est que les niveaux d'allergie peuvent considérablement augmenter. Il y a énormément de gens aux États-Unis qui sont allergiques à la lumière du soleil, allergiques au lactose, au lait, allergiques à notre cacahuète. Qui dit allergie, je ne le savais pas. Ils me l'ont expliqué dans l'avion. Ils m'ont donné une fichue noix de macadamia dans l'avion, et j'ai dit, je ne vais pas manger cette noix. Avez-vous des arachides, ou cacahuètes, ou peu importe comment vous les appelez? Non, non, il n'y en a pas dans cet avion parce qu'il y a quelqu'un qui est allergique. Si lui est allergique, en quoi ça me concerne moi? Non, ce n'est pas ça. Si vous ouvrez le paquet, il va mourir. Vraiment. Rien qu'en ouvrant le paquet, ici, l'homme est assis ailleurs, rien qu'avec l'odeur, il va suffoquer et mourir. Vous y croyez? Cela n'est pas nécessairement du fait d'une modification génétique chez la personne, mais les substances, produits chimiques et autres qui entrent dans le système font ces choses. Donc, une des possibilités, c'est que vous pouvez devenir allergique à l'air que vous respirez. Donc c'est bien, parce que si je fabrique des réservoirs d'oxygène, je pense que c'est une très bonne évolution du marché. Parce que je vais en vendre, des millions. Qui vous a dit que vous devez boire 3 litres, 4 litres d'eau par jour? Ceux qui vendent de l'eau. Oui. Non, non, ce sont les médecins. Ceux qui boivent.
Maintenant, si tu bois 3-4 litres d'eau par jour, même s'il fait froid, c'est pour ça que on a plus de toilettes que de... On a 300 millions de personnes, mais on a 600 millions de toilettes. Parce que n'importe où, tu vas vouloir y aller. Personne n'a jamais bu autant d'eau. Même dans un pays tropical où il fait bien plus chaud, on ne boit pas autant d'eau. Ce n'est qu'en Amérique, dans le froid, à New York, il fait froid, tu vas voir des gens marcher avec une bouteille d'eau, comme si soudain, ça allait devenir un désert et il n'y aura plus d'eau et quelque chose va arriver. Ça, c'est parce que ce sont des intérêts commerciaux. Quelqu'un dit, si vous buvez du café, vous n'aurez jamais de crise cardiaque. Maintenant, quelqu'un dit, si vous buvez du café, vous aurez un cancer. Ça, ce sont d'autres choses. Mais en jouant avec la substance fondamentale de la vie comme ça, nous allons payer un prix. Sous quelle forme? On ne sait pas. C'est bien, la science explore toutes ces choses, c'est merveilleux. Nous devons explorer. Mais cette utilisation prématurée de ces choses va inévitablement avoir lieu quand il y a des intérêts commerciaux. Il n'y a pas moyen d'empêcher cela en ce moment. Voyez, les gens parlent de... Ils n'aiment pas seulement les gens autour d'eux, ils aiment Dieu, de nos jours. Maintenant, si vous regardez ça sincèrement, tout cela est purement une question de survie. Voyez, s'il vous plaît, que vous avez des besoins à satisfaire, même si vous aimez quelqu'un, vous avez des besoins à satisfaire, n'est-ce pas? Physiques, émotionnels, psychologiques, financiers, sociaux, vous avez tant de besoins à satisfaire. Pour répondre à ces besoins, « Je t'aime » est toujours un bon mantra. Vous savez? Un jour, Shankaran Pillai se rend au parc. Dans le parc, sur l'un des bancs de pierre, une jolie femme est assise. Il vient s'installer sur le même banc. Après quelques minutes, il se rapproche d'elle. Elle s'éloigne un peu. Quelques minutes plus tard, de nouveau, il se rapproche. Un peu et elle s'éloigne. Maintenant, elle est au bout du banc. Maintenant, de nouveau, il se rapproche un peu. À présent, la seule option pour elle est de se lever et de partir ou de faire autre chose. Alors, elle le repousse. Alors, Shankaran Pillai attend quelques minutes. Le soleil est juste en train de se coucher, vous savez. Le soir au crépuscule, vous pouvez dire beaucoup de choses. Il se met à genoux et lui dit « Je vous aime. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne dans ma vie. » Cette zone crépusculaire. Si ça se passait au milieu de l'après-midi, personne ne vous croirait. Mais vous savez, quand le soleil se couche, une femme est toujours folle par amour. Elle fond. Elle fond. Les choses se passent entre eux. Puis il est presque 8 heures. Shankaran Pillai se lève rapidement. « Je dois partir, je dois partir. » Elle dit, « Quoi, tu t'en vas? Tu as dit que tu m'aimais. » En ce qui la concerne, dès qu'il a dit « je t'aime », ils n'ont plus fait qu'un. Il dit « Non, non, je dois y aller. Ma femme attend, je dois y être à 8 heures. » Alors, je t'aime et comme ça, Sésame, ouvre-toi. Vous savez? Vous connaissez l'histoire? Donc, pour obtenir ce que vous voulez obtenir, c'est un bon mantra. Tant que vous avez des besoins en vous, il ne surgit pas. L'amour ne surgit pas. Voyez, s'il vous plaît. Car où que vous alliez, vous devez satisfaire vos besoins. Des besoins sont là. Donc tout l'effort du yoga, en yoga, on ne parle jamais d'amour.
Non pas parce que ça n'a pas de valeur, mais simplement parce que si vous essayez, ça ne viendra pas. Si vous transcendez vos besoins, vous allez naturellement devenir aimant. Si vous n'avez pas de besoins personnels, vous serez capable d'un amour immense, vous savez. Lorsque vous avez des besoins personnels, vous allez prétendre aimer, mais tout ce que vous essayez de faire, c'est, vous savez, de satisfaire vos besoins. Les gens que vous prétendez aimer, voyez s'il vous plaît, il y a un arrangement. It's a mutual benefit scheme. C'est un projet à bénéfice mutuel. Tu me donnes ça, je te donne ça. Mais si tu ne me donnes pas ça, je ne te donnerai pas ça. N'est-ce pas ainsi? Essayez simplement pour voir. Les choses que vous êtes censé offrir aux gens, retenez-les simplement un certain temps et voyez ce qu'il adviendra des histoires d'amour. Il y a des besoins à satisfaire. Maintenant, je n'essaie pas de rendre votre vie laide, de dépeindre votre vie comme étant laide. Il y a des besoins à satisfaire et vous les satisfaisez, c'est un arrangement, c'est bien. Il y a une beauté à cela aussi. Que les gens soient prêts à satisfaire les besoins des autres. Mais n'appelez pas ça une histoire d'amour en ratant les histoires d'amour. Maintenant, si vous étiquetez quelque chose comme étant l'amour, alors la véritable chose n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Voyez, en ce moment, j'ai un bon arrangement, mais un jour, je veux faire l'expérience de l'amour aussi. N'est-ce pas? Maintenez-le ouvert, ne le détruisez pas, en donnant à ceci et cela, et non, qui ne sont pas vrais.